soit en physique, Ouais, surtout sur un truc comme ça. Ouais, un peu nouveau, tout le monde aussi doit bien se caler. Un petit groupe comme ça, puis bon, je pense que ça va être bien. Et puis, le but, c'est que ça réponde aux attentes du territoire, quoi, tu vois, et du coup, ça fait. Donc, Nous, il faut qu'on donne aussi. C'est ça. Faut sur ce qu'on attend. Parce que sinon, sur ce qu'on attend, on puisse faire du sur-mesure. Vous adaptez en fonction de vos compétences. Mais effectivement. Mais oui, parce que c'est parce qu'on pense qu'il y a un besoin, qu'on a fait aussi des besoins sur des attentes d'accompagnement, que ce soit des études en compétences, en fait. Et les universités sont prêtes à la main à la pâte. C'est vrai qu'il y a une université, c'est un acteur pour faire ce truc-là. Ouais, après, elles sortent aussi de leur confort, de zone de confort et de l'ambition principale. Qu'elles soient soutenues, accompagnées. Alors, c'est les universités. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'en fonction des sujets, tout ça, ça n'intéresse pas à faire appel à des experts privés ou à en fait, la ressource n'est pas dans les sur l'infrastructure. On a déjà commencé. Vosotros aquí, Tu sais s'il y a des toilettes? vosotros dinamizáis. Así que lo tuyo. Ça va. Yo creo que vosotros aquí en el centro, para tener opción Rien à te dire. que vaya a avancer, Elle est où? Là. Regarde, tu veux te mettre. En bas? C'est peut-être mieux que ça. je peux prendre l'escalier aussi. Regarde, tu veux te mettre ici, on se met tous les trois. L'escalier en béton, et c'est ainsi les toilettes se descendent. En fait. Ici, pas loin. Cristina y yo estaremos al lado junto o al fondo Vale. para cosas más triviales. Vale, si, si. Je peux me mettre à côté de vous. Ça va bien. Tu peux faire la présentation en partie de la panel. Comme ça, ça identifie à toi aussi. Parce que vu qu'on peut parler, c'était pas prévu que je parle. Ouais. Ouais, c'est ça. Enfin, ok. Ça va? Non, ça va bien. Tu vois. Pas grand-chose, ça va. Ouais, t'ennuies pas en région. Et toi, ça va? Ça va. Ouais. Je redonne ces jours-ci. Je passerai Sí, no. Ça va. Pas de café. Mais voilà, c'est toujours. Vous voulez Georges, puis après, on va de longues soirées. C'est ça. Ouais, ça va. Voilà. Je vais retirer. Je suis pas. avec eux, mais normalement, ils entendent.
Café. Et pour Marianne, Empezamos cuando quieras. Tú das el Sí, poder. yo creo que podemos empezar. Por favor, recuerdo de nuevo que es importante que haya silencio en la sala para que la gente que esté online pueda escuchar correctamente y las intérpretes también puedan hacer su trabajo correctamente. Gracias. Fabien, Ludovic, Gloria. Alors, on va se présenter et on va vous expliquer un peu les objectifs de cet atelier. Alors, l'objectif vraiment de cet atelier, c'est, on va parler nous, bien évidemment, mais il faut quasiment que vous parliez autant que nous, j'ai envie de dire. On veut que vous nous remontiez des questions, on veut que vous nous remontiez des idées par rapport à ce qu'on va vous dire, ce que ça vous évoque, de manière à ce qu'on puisse co-construire les 3 mois à venir, parce que c'est pas un appel à projet facile, c'est un appel à projet nouveau. On va avoir besoin de vous accompagner plus que d'habitude. Nous, on veut aussi savoir qu'est-ce qui se fait sur le territoire pour être le plus efficace possible, avoir le plus de projets de qualité possible à l'arrivée le 30 novembre. Vous avez vu un long délai pour déposer le dossier. C'est plus lié à la nouveauté, à la complexité de cet appel que le classique du POCTEFA que je pense beaucoup d'entre vous connaissez déjà et qui seront rappelés tout à l'heure dans la dernière session. Vous les connaissez, je pense, la plupart. Très bien. On a la connaissance à peu près des acteurs qui sont présents dans cet atelier. Donc, clairement, on veut une participation à la fois des gens qui sont en présentiel, mais à la fois aussi des gens qui sont en distanciel. Donc, les gens qui sont en distanciel, j'espère que vous nous entendez bien, on va aussi vous faire participer, on veut que vous soyez partie prenante de l'échange dans cet atelier. On va vous rappeler rapidement dans un premier temps les objectifs de cette section obstacles. Et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet de vos questions et de vos idées de projet. Et on va aussi vous donner aussi quelques informations sur ce que les études sur les obstacles transfrontaliers font ressortir et les sujets sur lesquels on aimerait avoir des projets. Voilà un petit peu comment ça va se dérouler, mais en fonction aussi de vos réactions, de vos questions, on pourra tirer des fils et des bobines de fils les uns les autres. Donc, on va se présenter. Donc, je suis Ludovic Larénie, représentant de l'Autorité nationale française, qui est la région Nouvelle-Aquitaine. Je suis chef de service des coopérations européennes à la région Nouvelle-Aquitaine. Je m'occupe des programmes Interreg avec une équipe de 7 personnes, mais également des coopérations décentralisées à la région Nouvelle-Aquitaine. Et je suis accompagné ici, largement accompagné par le partenariat institutionnel POCTEFA. D'abord, Gloria, vas-y. Bonjour à tous. Gloria Boy, chargée de mission coopération transfrontalière au service Europe et relations internationales à la région Occitanie, notamment en charge du suivi du programme POCTEFA et d'autres intérêts au sein de la région. Denise Marty, au département de la Haute-Garonne, je suis chargée de mission Europe et donc dans le partenariat de POCTEFA avec mes collègues des collectivités territoriales. Fabien Pichon, chef du service cohésion européenne et coopération à la préfecture de la région Occitanie. Donc, je suis en charge notamment du suivi des programmes Interreg sur la région et de toutes les questions transfrontalières à l'échelle régionale. Voilà, donc sur ce premier tour de table, donc on va vous rappeler rapidement l'objectif de ce bloc. On va faire défiler les diapos et la première diapo. Donc on est sur le bloc 2 de la résolution d'obstacles. Donc, qu'est-ce que c'est que la résolution d'obstacles? On va chercher des projets qui visent à identifier les barrières et obstacles liés aux frontières administratives et juridiques. Donc, ça veut dire quoi? Ça va dire essentiellement, vous pouvez présenter des études sur des thématiques qui sont de votre domaine, où vous êtes spécialiste, où vous rencontrez des barrières administratives pour que vous puissiez aller plus loin dans la coopération transfrontalière. Il y a différents sujets, on va dire prioritaires, qui ont été définis par différentes études qui ont été faites sur la frontière. L'étude que vous a présentée Pilar Massa tout à l'heure
qui a été faite par la CTP et le POCTEFA, mais il y a également des études qui ont été faites sur certains territoires. Nous, par exemple, en Nouvelle-Aquitaine, avec Euskadi et la Navarre, dans le cadre de notre GECTO région, on a fait une étude très poussée qui a défini des obstacles très précis juridiques et qui concernent le quotidien, notamment des citoyens transfrontaliers. On y viendra peut-être tout à l'heure pour vous donner des exemples concrets. Donc, on va attendre des projets qui vont être à la fois dans l'analyse et dans le constat, mais idéalement, sachant qu'on ne pourra peut-être pas être très ambitieux sur la première fois, on aimerait bien avoir des projets qui nous amènent vers des pistes de solutions. Voilà, des propositions de solutions concrètes de qu'est-ce qu'il faudrait faire pour résoudre ces obstacles administratifs. Idéalement, on aimerait bien aller au bout de la chaîne, mais on sait que sur certains territoires, sur certaines thématiques, on n'est pas très avancé. Donc, on pourra accepter, je parle sous le contrôle de mes collègues, également des études qui consistent à déjà constater et analyser. Mais on aimerait bien quand même idéalement aller vers la solution. Voilà. Ça pourra préfigurer ces projets, des choses qui pourront être déposées dans les futurs points de coordination transfrontalière, points de coopération transfrontalière issus du règlement Bridge-EU dont on a parlé ce matin. Ces points de coopération transfrontalière, on ne sait pas où ils seront encore, mais la CTP, les eurorégions sont des endroits où ils pourraient figurer. Ces problématiques, elles pourront aussi être traitées à ce moment-là et les États membres pourront essayer de trouver des solutions. Donc là, on se projette beaucoup dans le futur, mais cet appel à projet peut aider à préparer tout ça aussi. Donc voilà, on vous autorise à 2 typologies de projets, alors qu'au départ, on était sur des projets plutôt classiques, à la fois des petits projets, à la fois sur des petits projets d'un montant plutôt modeste ou des projets classiques avec des montants plus élevés. Donc cela vous donne une latitude sur les possibilités. Vous pouvez partir sur des études extrêmement petites, modestes, sur un sujet particulier. Vous n'êtes pas obligé de partir sur quelque chose d'extrêmement ambitieux. Donc on a ouvert cette possibilité pour que ça soit aussi plus facile pour vous parce que c'est la première fois. Donc voilà, on est à la fois sur le constat comme sur le 1.1, mais on voudrait arriver à ça, des premières propositions pour pouvoir résoudre les obstacles. C'est posé pour nous la question de la typologie d'acteurs pour faire ce travail. Donc là, on a eu une invitation assez large aux acteurs du POCTEFA. Donc on en a parlé tout à l'heure avec une collègue de l'Université de Pau. Les universitaires ont leur Polonia y esto, no te pertinence. preocupes que todavía no ha salido nada. Lo del Consejo de la Unión Europea. Por favor, micrófono. O sea, vamos a intentar ser eficientes porque claro, me puedo perder el océano. Sí, 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 sí. Entonces, para allá, en la medida de lo posible, pues que... No, focalizar a lo importante, sí, Es sí, el sí, sí, micro sí. abierto, por favor. Creas que necesitas más que no Puntuación. digas cosas concretas. Hablando. ¿Sabes? Vale, de lo que Fíjate esto, pero fíjate aquello. ya quiero que de lo que te envié ayer, del informe esto, Sí, eso he mirado todo esto. no, todavía no. Estar al tanto. O sea, de vez en cuando ve si ha salido publicado. Esto sí. O sea, intenta estar tú al tanto de esto y de la un Donc oui, idéalement, on aimerait bien que vous arriviez sur cet objectif-là, sachant qu'on ne va pas non plus être très exigeant pour une première fois. Mais si déjà vous pouvez aller sur des pistes de solutions, notamment sur les territoires où il y a déjà eu des études de fait sur les différentes thématiques, donc il faut que vous vous renseigniez bien sur ce qui a déjà été fait sur l'analyse d'obstacles. Et si vous faites uniquement une analyse d'obstacles, il faut qu'elle soit très méthodique. Il faut que vous les hiérarchisiez, que vous les classifiez, que vous les priorisiez, idéalement. Voilà, qu'on ait quelque chose quand même d'extrêmement élaboré pour ça puisse servir après pour pouvoir aller vers la solution, si vous n'êtes que sur le diagnostic. Donc voilà, donc je parlais des typologies d'acteurs. Les universitaires, je pense, ont vocation à participer, les centres d'études statistiques aussi, il y a les juristes, les organismes juridiques, des cabinets aussi juridiques, je pense. Mais c'est vrai que sur la typologie d'acteurs, on n'est pas forcément nous-mêmes très sûrs de tout. Et dans les invitations à ce séminaire, on a un peu tâtonné, pour ne rien vous cacher. On est resté sur les acteurs POCTEFA classiques, mais on n'a pas eu le temps de faire une analyse plus minutieuse, mais il y a des acteurs probablement pertinents que vous connaissez peut-être vous, qu'il faudrait raccrocher à la démarche. Donc n'hésitez pas aussi à parler autour de vous dans votre domaine d'activité, voir quel acteur serait pertinent et aussi nous aider à les identifier.
Donc voilà, je ne sais pas si mes collègues veulent compléter. Diapo suivante. Ouais, c'est bon. Sur notamment cette partie-là, est-ce qu'il y a des questions? Voilà. Non, juste pour préciser un peu le périmètre. On a beaucoup parlé en introduction et là d'obstacles juridiques, d'obstacles administratifs. En fait, le champ est beaucoup plus large. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des obstacles qui peuvent relever en fait de questions organisationnelles, de questions liées à la méconnaissance en fait de la pratique dans le domaine qui est le vôtre, de l'autre côté de la frontière. Donc, on a vraiment un panel en fait d'obstacles qui peut être traité extrêmement large, avec des niveaux de complexité très différents, mais il ne faut pas se brimer en fait sur vous rencontrez une difficulté, mettre en œuvre des coopérations, une difficulté qui est d'autre structurelle. C'est pas j'ai pas de moyens dans ma structure pour résoudre le problème. C'est j'ai besoin en fait structurellement de résoudre ce problème parce qu'en plus ce problème il me concerne, mais il concerne tous les acteurs de ma région, de la frontière, qui travaillent sur le même sujet que le mien. Bon, on parle vraiment d'obstacles structurels. Ces obstacles peuvent être organisationnels, ils peuvent être réglementaires, ils peuvent être juridiques, tout simplement une question de connaissance des pratiques. Ce panel, en fait, identifié, comme le dit Ludovic, effectivement, il y a différents leviers à identifier pour savoir quel est le problème, de qui on a besoin pour le résoudre et vers quoi on doit tendre pour le résoudre. Franchement, honnêtement, laissez-vous ouvert en fait tous les possibles pour arriver à cet objectif-là. Et l'aboutissement, effectivement, comme le dit Ludovic, c'est réussir non seulement à identifier comment on peut lever l'obstacle, mais aussi à le mettre en pratique, le cas échéant. Quand on est sur un obstacle, par exemple, tout type réglementaire pur, l'application d'une norme, je vais donner un exemple, une norme technique, qui sur une infrastructure en fait qui est partagée entre deux régions françaises et espagnoles. La norme technique n'est pas la même. Vous avez besoin en fait d'élaborer une norme technique qui convienne aux deux parties. Vous pouvez expérimenter. Là, on va très loin dans l'intensité de coopération du projet que ça pourrait être, mais ça peut être aussi voilà. Donc il y a à la fois un panel de difficultés extrêmement large dont vous pouvez vous saisir, et puis un panel en fait une gradation en fait dans les réalisations que vous pouvez accomplir, variable aussi. Juste pour préciser ça, pour que vraiment vous entriez en fait dans cet appel à projet avec toute la latitude possible pour dire j'ai une difficulté, comment je peux la résoudre et avec qui. Alors, nous, pour le moment, ça s'arrête là. Nous, on a envie de connaître qui on a en face de nous, les idées un petit peu qui sont en gestation dans les différents organismes, comment vous le voyez. Alors déjà, peut-être un premier tour de questions d'ordre général sur cet appel à projet, qu'on vous a expliqué entre maintenant et ce matin. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Déjà, avant de rentrer peut-être dans les idées, dans les thématiques, etc. Qu'est-ce qui vous pose question par rapport à cet appel à projet? Alors, les personnes en ligne aussi sont invitées à intervenir. Hein. Vous nous dites quand est-ce qui lève la main. Est-ce que vous avez des questions déjà? Oui, allez-y. Oui, alors, quand vous avez présenté un peu le cadre général, vous parlez de points de coopération transfrontalière. Ça, c'est quelque chose qui existe déjà ou pas tout? Et le lien avec eux dans ce projet? Alors, donc, comme on l'a expliqué ce matin, il y a un règlement qui vient de sortir, c'est tout frais, c'est tout récent, qui s'appelle Bridge for EU, ça met une coopération transfrontalière. L'idée, c'est que ce règlement permette aux États membres de créer des points de coordination transfrontalière. Et ces points de coordination transfrontalière seront chargés d'étudier les, on va dire, analyses d'obstacles, les obstacles qui sont détectés par des acteurs X, Y, Z sur la frontière. Ils sont déposés au point de coordination transfrontalière et eux seront chargés de les traiter avec les différents acteurs pertinents des États membres pour pouvoir proposer une résolution, alors législative le cas échéant ou autre.
Voilà. Donc, ça, c'est tout frais, ça n'est pas encore créé. Les PCT, on ne sait pas encore qui c'est, mais il y a déjà des candidats potentiels qui sont les mouvements de coopération territoriale ou les structures transfrontalières, mais pas seulement. Par exemple, la métropole de Nice veut devenir PCT sur une autre frontière. Donc, c'est ouvert à tout organisme public. Il y a un comité interministériel qui a été créé. Et donc, on est en train de voir les modalités de mise en œuvre de tout ça. Mais on n'en est qu'aux prémices. Dans la temporalité de cet appel à projet, des projets vont être déposés. On va dire qu'après, ces structures-là vont intervenir un peu plus. Ah, ok. C'est un horizon beaucoup plus lointain. Enfin, voilà, il faut, voilà. En fait, il y a une mise en perspective ce matin, effectivement, dans le cadre de cette dynamique globale de réflexion sur la résolution des problématiques que rencontrent toutes les frontières. Et là, on est sur des horizons, des temporalités un peu différentes. C'est un horizon qui n'est pas si lointain, mais il y a quand même un règlement qui existe, qui doit aujourd'hui être mis en œuvre dans les différents États, avec des pratiques différentes, des volontés aussi qui sont pas forcément alignées. Mais voilà, c'est un horizon lointain. Là, sur l'horizon de l'appel à projet, en fait, on n'est pas du tout, en fait, dans l'appui sur ces points de contact transfrontaliers. On est vraiment dans l'identification et la résolution dans la mesure du possible. Parce que justement, je pense que la question, ce qu'elle soulève, c'est aussi ça, dans la mesure du possible, si on arrive à mettre tous les acteurs nécessaires à la résolution autour de la table. Quand on est en local, plus facile. Quand on passe à des problématiques, en fait, qui nécessitent des résolutions à un niveau national, par exemple, parlementaire, législatif, ça devient plus compliqué. Et puis, quand on passe au step encore supérieur, qui est un accord intergouvernemental pour concilier, en fait, des réglementations, on est encore sur un step différent. Donc, les horizons s'éloignent d'autant plus qu'on est en capacité de rassembler, en fait, tous les acteurs, partageant la même priorité, qui est de résoudre la problématique qui est la vôtre. Donc, voilà. Step by step. Après, si je peux juste compléter, je pense que ça va être aussi une opportunité pour le programme POCTEFA parce qu'en attendant que ces points de coordination soient arrêtés ou décidés, ça nous permettra quand même d'identifier pas mal d'obstacles ou d'entraves au niveau de cette frontière. Donc, du coup, je pense que c'est du travail qu'on pourra avancer en sachant que la plupart de résolutions d'obstacles, ça prend du temps. Et du coup, déjà de les d'identifier les bonnes structures qu'il faut mettre autour de la table pour pouvoir avancer dans la résolution, ça prend du temps. Donc, peut-être on sera dans le bon timing pour avancer dans l'identification de pas mal d'obstacles sur cette frontière-là. Donc, je le vois plutôt comme qu'on est dans le bon timing à travers cet appel pour pouvoir ensuite déjà fournir tous ces éléments au point de contact. Pardon, je vais vous demander de vous présenter avant de prendre la parole. Oui. Vous êtes Sophie Bourg, donc moi je suis référente Europe au CHU de Toulouse. très bien, racontez. Ok, très bien. Bonjour, donc Andrea Golin, ingénieure de projet européen au CNRS, à la délégation Occitanie-Ouest. J'ai une petite question, ça va être sur les modalités financières, puisqu'on peut partir soit sur la modalité classique, soit sur la modalité petit projet. Dans le dernier appel petit projet, on avait des façons de calculer les taux de financement qui étaient différents, suivant si un candidat avait déjà déposé ou prévoyait de redéposer sur un prochain appel. Sachant que celui-ci n'existait pas, certains ont déposé comme étant un premier dépôt et ne redéposant pas plus tard, potentiellement, il pourrait être amené à redéposer sur celui-là. Est-ce que ça remet en cause la façon dont on a monté le projet? Il va falloir faire une modification sur la proposition qu'on a faite s'il est retenu. Et du coup, voilà, c'est un peu la question qu'on se pose, nous, financièrement parlant. On va laisser les collègues du secrétariat répondre sur cette question-là. A ver, en principio, hay incompatibilidad de costes simplificados si se procede a depositar una candidatura en la convocatoria clásica o en pequeños proyectos. Está funcionando exactamente igual. Es decir, en el momento, ahora no tenemos previstas más convocatorias, por lo tanto, si la entidad es una entidad nueva que no ha participado ni tiene intención de participar en ningún tipo de convocatoria, habrá únicamente gastos elegibles para los pequeños proyectos de personal y se calculará un coste simplificado de un 40%. En el caso de que se prevea que se va a participar
en la misma convocatoria, pero en la modalidad de proyecto clásico, se deberá aplicar siempre costes simplificados, 15% de administración y 6% de viajes. Se basa sobre todo en que hay una incompatibilidad de costes. No podríamos controlar, los reglamentos no nos permiten que se puedan aplicar a una misma entidad en dos modalidades diferentes, costes diferentes. Entonces, se tienen que basar todos los cálculos en eso, en función de si vais a estar en un proyecto clásico o en un proyecto pequeño, en un pequeño proyecto. J'ai entendu, mais je pense pas qu'on ait répondu au fait du coup ce qu'on a déposé. Sí, es lo mismo. Si habéis participado ya en una convocatoria anterior, el coste simplificado que se aplicará será siempre 15 más 6. En fait, vous ne modifiez pas le projet que vous avez déposé. Non, c'était ça. Effectivement, si vous avez déposé un projet et que vous voulez en déposer un dans cet appel à projet, la façon dont vous déposerez dans cet appel à projet sera contrainte par le fait que vous... Oui. Et du coup, voilà, c'est juste savoir si ça remettait en cause, parce que du coup, on savait pas. Donc, on a fait... Okay. En el caso completo, en el caso de que se haya presentado a la convocatoria de pequeños proyectos, la entidad, como entidad nueva, en la anterior se le estaría aplicando un 40% de coste simplificado. Si hay intención de participar en esta nueva convocatoria, sea cual sea la modalidad de proyecto elegido, se reprogramará a un 15 más 6. D'autres questions d'ordre général? Alors, oui, Philippe. Oui, Philippe Pérez, donc Eurorégion Pyrénées-Méditerranée. Il s'agit d'un appel à projet un peu spécifique. Vous me questionnez sur l'éligibilité des dépenses et notamment la partie RH. Est-ce qu'elle est plafonnée, puisqu'en fait, on va être sur des sujets éminemment un peu intellectuels, quoi. Très peu d'investissement, j'imagine. Donc, est-ce que c'est un fonds particulier ou est-ce qu'on reste sur les règles basiques? No hay un límite. En los pequeños proyectos el límite es de 200.000 euros de coste total máximo. Para los proyectos clásicos no hay un límite. Solamente hay una particularidad para todos aquellos que queráis ir a una convocatoria de proyecto, a una propuesta de proyecto modalidad clásica. No entran infraestructuras. El resto de categorías de gastos, personal, asesoramiento y servicios externos, equipos, más luego los costes simplificados, son subvencionables en la clásica. En la pequeño proyecto solamente personal. Y el único límite que hay es pequeño proyecto, máximo coste total de proyecto 200.000 y mínimo por entidad socia en pequeño proyecto 15.000 coste total. Pero no hay límite. Merci Philippe. Alors, pour cet atelier, on va se concentrer sur le fond, plus que sur l'administratif. Alors, on ne va pas interdire les questions sur l'administratif, mais il va y avoir une session juste après. Donc, les secrétaires conjoints sera là pour répondre à toutes vos questions, mais c'est vrai que là, pour cet atelier, on va prioriser les questions de fond. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur le fond de cet appel à projet administratif? On peut le voir tout à l'heure. D'autres questions sur le fond au niveau général déjà? Est-ce que certains d'entre vous, par exemple, vous pourrez nous indiquer, en fait, si vous êtes dans une logique de coopération et que dans cette coopération, vous éprouvez une difficulté concrète pour coopérer qui relèverait, par exemple, de ces obstacles? Peut-être dans l'assistance aussi en distanciel. Philippe, je veux bien démarrer. Alors, je ne sais pas si j'étale tous les obstacles d'un coup. Peut-être donner un exemple pour éclairer en fait sur à la fois éclairer sur les attendus en fait de cet appel à projet et puis éventuellement aussi les typologies de projets que ça pourrait générer. Donc, nous, Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, on est un GECT. GECT, c'est du droit européen, mais en droit transposé français, puisque notre siège est en France, on est un syndicat mixte ouvert. Et là, on touche déjà un premier obstacle. Un syndicat mixte ouvert
pour nos collègues espagnols. L'Eurorégion Pyrénées-Méditerranée, c'est Occitanie, Catalogne et Baleares. C'est les deux gouvernements et la région. Syndicat mixte ouvert pour les Catalans, pour les îles Baléares, ça ne veut rien dire. Nous, c'est une grosse difficulté, c'est-à-dire que quand on se rassemble en assemblée générale, comme le syndicat mixte veut le faire, et qu'on va voter notre budget ou d'autres décisions, ok, on les vote. Pour la région membre français, aucune difficulté. Ils connaissent, c'est le droit français, donc il n'y a pas de difficulté. Tout qui est voté devient obligatoire. Pour nos partenaires espagnols, par contre, tout ce qu'on a voté en assemblée générale, c'est une première étape, entre guillemets, mais il y en a pour nous plusieurs autres, c'est-à-dire qu'on va devoir se positionner nous-mêmes auprès de nos partenaires membres comme des porteurs de projets. On va devoir déposer des candidatures auprès des Catalans, auprès des îles Baléares, pour finalement réclamer un budget qui a déjà été voté et qui, normalement, en droit français, est obligatoire, une fois qu'il a été voté. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus haut? Un peu plus fort, oui, d'accord. parce que les interprètes ne peuvent pas vous écouter. Donc, voilà. Ok. Donc voilà, pour nous, déjà, le premier obstacle, il est là. C'est un obstacle d'ordre juridique qui fait que, ok, un GECT, c'est un règlement qui date de 2007 ou de 2008. C'était une avancée. Mais je pense que cette avancée n'est pas allée assez loin en transposition, que ce soit en droit français ou en droit espagnol. Et nous, déjà, voilà, le premier obstacle qui nous concerne au jour le jour et au quotidien, c'est cette difficulté et cet obstacle qui, pour nous, représente énormément de temps pour réclamer ce qui, normalement, pourrait prendre quelques jours, nous prend entre 8 et 10 mois. Est-ce que vous avez identifié les leviers, du coup? Enfin, je les connais, mais... On a commencé à les identifier. On essaye de travailler avec l'autre région qui est de l'autre côté, Nouvelle-Aquitaine, Euskadi, qui a le même profil avec un siège en France et des partenaires en Espagne. Les leviers, malheureusement, il y en a pas énormément. Et du coup, on est obligé de bricoler. Franchement, on bricole. Hein. C'est-à-dire, quand je dis on bricole, c'est-à-dire que moi, j'ai demandé au payeur régional, qui est notre entité qui paye nos dépenses, j'ai demandé, par exemple, de bloquer toutes les mises en demeure qu'il veut adresser à la Catalogne et aux îles Baléares, puisque quand un membre ne paye pas, il y a des mises en demeure. J'ai demandé au payeur de bloquer toutes ces mises en demeure, et derrière, je fais toutes les démarches administratives. C'est comme si je répondais à un appel à projet au quotidien avec les Catalans qui sont membres de l'Eurorégion. Donc, les leviers aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup, si ce n'est d'essayer d'agiliser l'administratif côté espagnol. Et avec certains partenaires, ça peut aller. Avec les îles Baléares, on a trouvé quelques solutions, en gros, de centraliser les demandes plutôt que d'aller sur chaque thématique. C'est-à-dire que nous, notre budget, il est sectoriel. On a un budget sur l'environnement, on a un budget sur l'innovation, on a un budget sur l'administratif, etc. Avec les îles Baléares, un des leviers qu'on a trouvé, c'est de demander tout ça aux affaires européennes et c'est eux-mêmes qui vont faire la tambouille interne pour nous faciliter la tâche. De côté catalan, qui est soumis à un contrôle supérieur par Maghreb depuis ce fameux article 155, là, on n'a pas ce levier-là. Et donc, on est toujours soumis à faire, on a 8 sources de financement en Catalogne, on doit faire 8 demandes de subventions côté catalan, avec chaque fois des modalités différentes en fonction des ministères concernés. Merci. Et alors, du coup, est-ce que vous avez une idée de projet pour cet appel à projet côté région Pyrénées-Méditerranée? Alors, sur quel sujet, oui. On pour rien te cacher. Alors, ça fait partie, c'est une première problématique. Pour moi, c'est un chapeau, ça. Après, on a d'autres problématiques qui découlent derrière. C'est pour ça que je disais, est-ce que je déroule tous les obstacles ou pas? Parce qu'après, on a de vrais obstacles, nous, côté fiscalité et côté protection sociale. Pour ces deux sujets, on a déposé un projet sur un appel à projet B-Solutions. Voilà. Donc, on a une étude juridique qui a déjà été financée par B-Solutions. Donc, B-Solutions, c'est l'AEBR, c'est l'Association des régions transfrontalières, qui est située à Berlin. On a candidaté sur les aspects fiscaux, sur les aspects protection sociale, donc administratifs. L'étude, elle a été
elle a été financée, elle est sur la table, sauf qu'elle propose quelques solutions, mais on ne va pas au bout. Et aujourd'hui, le projet qu'on voudrait déposer, c'est aller au-delà de ce constat et de passer à une solution concrète. Mais il nous faudrait autour de la table d'autres structures et des administrations françaises et des administrations espagnoles qui ont la compétence. Cela, clairement, moi, je m'adresse au centre de gestion que je dis, je ne peux pas payer les frais de mutuelle de mes collègues espagnols. Le centre de gestion est totalement incompétent pour trouver une solution. Et donc voilà, on a ce blocage et nous, on veut passer maintenant au prochain step, c'est le concret. Alors du coup, pour passer à ce concret, je permets de rebondir. Donc, tu as cette difficulté de la constitution du partenariat compétent. Est-ce que donc, du coup, tu as avancé sur cette constitution du partenariat compétent? Est-ce que tu sais avec qui partir sur ce projet-là? Donc là, clairement, on est sur une problématique qui touche tous les GECT. Le nôtre est touché également. Ça peut être effectivement d'autres GECT dans le partenariat aussi. Et qui vous associeriez sur ce sujet pour aller plus loin? Je ne sais pas s'ils sont connectés à... Je pense qu'ils sont dans les autres ateliers. Mais typiquement, on voudrait partir avec des partenaires tels que le GECT de l'hôpital de Cerdagne. Une problématique assez similaire à la nôtre, mais qui va un peu plus loin aussi, sur les praticiens, etc. On voudrait aussi partir avec l'Eurorégion Nouvelle-Aquitaine Euskadi, qui a la même problématique. Vraiment, typiquement, on a le problème. Donc ça serait pour les partenaires concernés. Mais par contre, on n'a pas avancé sur les partenaires que j'évoquais, type centre de gestion, type, je ne sais pas, même un ministère qui pourrait nous appuyer. Je ne dis pas d'avoir Bercy dans le projet, mais en gros, il nous faut des gens compétents sur les aspects fiscaux et sur la complémentaire santé. Donc, il nous faut des membres gouvernementaux, je dirais. Ça, on n'a pas avancé sur ce stade. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres... Alors, sur ce sujet-là, déjà, est-ce qu'il y a des réactions et est-ce qu'il y a d'autres questions d'ordre global sur l'appel à projet, puisqu'on aurait... Oui, Chloé Dubernet, de l'UPP1. Oui, l'Université de Pau et des Pays de l'Adour, au campus de Bayonne, rattaché à la sur Bayonne. Il y a plusieurs choses qui font écho, en fait, à tout ça. Alors, l'Université de Pau et des Pays de l'Adour est actuellement accompagnée par le BOC-TEFA et l'Eurorégion Nouvelle-Aquitaine Euskadi. Encore une fois, il faut fort. Donc, ça va actuellement accompagner, alors avec aussi l'Université publique de Navarre à Pampelune et l'Université du Pays Basque, le campus de Saint-Sébastien, sur la création d'un Euro-Institut. L'idée, en fait, ça serait que l'université facilite la coopération transfrontalière. Comment les universités peuvent aussi accompagner les acteurs du territoire et sortir un peu de leur mission classique qui sont la formation des étudiants, la recherche, mais comment on peut demander aux universités, et les universités veulent s'engager aussi pour que le savoir et les connaissances qu'il y a dans les universités soient plus directement diffusés auprès des acteurs. Parce que souvent, on constate bien le monde académique, les praticiens, et puis on a du mal à se connecter. Donc ce projet part de ce constat. On a actuellement fait un diagnostic des besoins, donc sur le périmètre Nouvelle-Aquitaine, Euskadi, Navarre, donc avec des enquêtes où effectivement on a recensé des besoins en termes de formation sur la coopération transfrontalière. Parce que on est dans des projets, on n'a pas forcément la connaissance fine de son voisin, de ses institutions. Donc, il y aurait tout un socle sur de la coopération transfrontalière générale, les outils juridiques, les financements, qu'on peut imaginer un peu le b.a.-ba de ce qu'on pourrait voir dans un master coopération transfrontalière. On a aussi identifié des besoins en termes d'études par rapport aux obstacles transfrontaliers qui ne facilitent pas la coopération transfrontalière. Et du coup, on a expérimenté là et on expérimente encore des façons de répondre aux attentes du territoire. Donc, soit via des études scientifiques transfrontalières qui pourraient être confiées au consortium universitaire. Donc, ça veut dire qu'ils travaillent avec des chercheurs qu'on irait chercher en fonction de la thématique. C'est pas l'équipe projet de l'Euro-Institut, en fait. On va chercher, par exemple, on a eu une première étude sur la fiscalité des travailleurs transfrontaliers, qui nous a été confiée par l'Eurorégion Nouvelle-Aquitaine Euskadi. Donc, on a cherché des spécialistes en droit fiscal, droit du travail, qui ont conduit une étude qui sera rendue à la fin du mois.
peut-être intéressés. Donc, c'est une façon pour nous de travailler sur la résolution. Plus que l'identification, en fait, on viendrait voir les universités à travers cet Euro-Institut Pyrène pour mener à bien des études scientifiques. Donc là, on expérimente encore et on aimerait par la suite consolider du coup cette structure et même l'étendre. Le but, ça serait de l'étendre sur l'ensemble de la frontière pyrénéenne, que ça ne soit pas que la zone Nouvelle-Aquitaine, Euskadi-Navarre qui soit concernée, mais que du coup, on ait aussi des universités, Toulouse, Gijón, Perpignan, Barcelone, qui, pour les territoires les concernant, pourraient être aussi dans la réponse. Donc, c'est en structuration. Et après, je termine. Il y a un Euro-Institut sur la frontière franco-allemande qui existe déjà, l'Euro-Institut Ekel, donc qui, lui, n'est pas porté par des universités. Donc, ça serait un peu une innovation sur notre frontière qui est portée par des collectivités françaises et allemandes, mais qui aussi facilite la coopération, fait de la formation, travaille sur des études. Donc, nous, on aimerait porter cela sur la frontière franco-espagnole. Alors, tu me disais tout à l'heure que bon, c'est bien parce que Chloé a mené un projet du type de ce qu'on attend sur la meilleure gouvernance Interreg, sur cet objectif. Tu m'as dit que, donc voilà, après un mi-parcours du projet à la louche, vous avez eu les difficultés que vous avez rencontrées, c'est autour de la ressource. Donc, il y a quand même un certain nombre de ressources qui vous a manqué. Oui, déjà au niveau du périmètre, si on veut vraiment être l'Euro-Institut de la frontière France-Espagne-Andorre, il faut qu'on ait toutes les universités le long de la frontière qui s'agrègent au projet pour avoir des chercheurs, de part et d'autre. Mais ce qu'on s'est dit aussi, c'est qu'on n'avait pas forcément toutes les réponses au sein des universités et qu'il va falloir qu'on travaille aussi avec des experts privés, avec des cabinets qu'on associe en fonction de la thématique qui nous est proposée. Parce qu'une étude très poussée sur de l'infrastructure ou de la mobilité de transport, ce n'est pas certain que les enseignants-chercheurs, aussi brillants et qualifiés soient-ils, soient les plus à même à y répondre. Donc du coup, nous, on est tout à fait ouverts en fonction des thématiques qui pourront nous être proposées à travailler avec d'autres structures pour vraiment répondre aux attentes en fait. L'idée, c'est d'avoir une étude, une formation pratico-pratique avec des recommandations, des préconisations. On sort de la recherche fondamentale. Et moi, mon rôle, en fait, je ne suis pas chercheuse, mais je suis ingénieure d'études chargée de développement. C'est que les chercheurs, ils répondent vraiment avec des études pratiques. Voilà, que ça ne soit pas qu'un cadre avec des préconisations. Du coup, Philippe disait qu'il y a une difficulté à embarquer les institutionnels, c'est ça, les ministères, etc. Et sur l'Euro-Région, c'est pareil, même si on l'a réussi sur un nombre d'acteurs, mais ça demande du temps. Est-ce que effectivement des cabinets juridiques privés spécialisés sur la thématique peuvent pas être une solution? Je ne sais pas, je réfléchis à voix haute. Est-ce que c'est ça? Est-ce que clairement on peut pas contourner cet obstacle là pour le coup de montage de projet en faisant travailler des privés sur le sujet à travers de la prestation de services? Je réfléchis à voix haute. Est-ce que c'est pas ça pour compléter la connaissance universitaire et la connaissance qu'il peut y avoir au sein des Il y a certains sujets, en fait, le point de coordination, par exemple, devra dire, ben là, ça peut être traité par des universitaires, là, c'est plutôt un cabinet privé, en fonction de la thématique. Les universitaires pourront dire aussi s'ils sont en capacité ou pas d'aller sur ce type d'études. Est-ce que c'est pertinent? Mais en fait, ça dépend de l'étude et de l'obstacle. C'est vraiment au cas par cas selon l'obstacle. Par exemple, là, on a une deuxième étude, c'est sur le massif de la Rune, qui est un côté en Espagne, un côté en France. Comment on fait pour gérer collectivement cette montagne? Parce qu'il y a des incendies, il y a beaucoup de touristes, il y a des choses à faire collectivement, ça ne se passe pas suffisamment bien. Et du coup, on nous demande quelle pourrait être la structure juridique transfrontalière pour mettre en place. Donc là, c'est une étude très juridique de gouvernance. Typiquement, l'université est en capacité de faire des propositions. Mais il y a d'autres sujets où on dira, ben là, on n'aura pas de chercheurs compétents. Je pense que sur cette question, en fait, des moyens nécessaires pour, il faut pas se censurer, en fait. C'est-à-dire que là, on a cité des cas, en fait, qui sont un peu pointus. Un qui à terme nécessiterait effectivement presque des accords intergouvernementaux quand on parle de la fiscalité.
Donc, il y a déjà sur ce sujet-là des travaux parlementaires, interparlementaires, des travaux dans le cadre des relations bilatérales entre la France et l'Espagne, déjà sur un processus de dialogue de haut niveau pour résoudre ces questions. Pour autant, la temporalité de ce dialogue, il n'est pas celui en fait des problématiques rencontrées. Ça veut dire qu'il faut continuer à faire. Philippe, tu citais par exemple, tu citais Bercy. Ne pas avoir Bercy dans son partenariat empêche pas peut-être d'avoir un directeur régional des finances. C'est un exemple. Hein. Je ne dis pas que demain le directeur régional des finances va s'associer au projet, mais c'est plus facile d'associer un directeur régional des finances qu'un conseiller du cabinet du ministre des Finances. Voilà. Pour être un peu simpliste. Mais ça veut dire que du coup, il faut encore une fois ne jamais se censurer en fait sur quelles ressources on doit mobiliser pour avancer pas à pas vers l'objectif qu'on s'est fixé, quand bien même cet objectif, si on est justement sur des problématiques qui relèvent en fait d'accords intergouvernementaux ou de haut niveau, ça n'empêche pas d'avancer. Donc, avoir recours à des cabinets conseils, à des juristes, à des administrations lorsqu'elles sont partantes et volontaires pour le faire, je veux dire, ne pas se censurer là-dessus, il faut continuer à labourer le terrain pour arriver à ces fins. Et finalement, on redit ce que vous ne vous censurez pas en fait sur ce que vous pouvez proposer, quand bien même on sait que les étapes ne pourront pas être. Pour autant, il y a aussi des problématiques. Là, on est vraiment sur des cas voilà, qui relèvent de complexité de résolution assez avancée, ou sur des projets, comme celui que tu as évoqué, Chloé, qui est un projet très abouti, en fait. On est vraiment dans un projet très abouti de structuration d'une offre de service pour résoudre les obstacles. Donc là, c'est deux exemples qui vont assez loin, en fait. Mais porteur de projet, sur cet appel à projet, on n'est pas obligé de proposer des choses qui vont aussi loin. On peut proposer des choses très concrètes, très pratico-pratiques. Demain, moi, j'ai un problème, par exemple, j'ai mené une formation dans le cadre de l'éducation informelle et j'ai besoin, en fait, que cette formation elle soit reconnue, même si elle n'est pas validée par un diplôme partagé, mais j'ai besoin, en fait, qu'elle soit reconnue professionnellement de l'autre côté de la frontière. Ça ne nécessite pas forcément un accord intergouvernemental, un accord cadre. Ça peut aussi nécessiter juste une convention entre deux opérateurs ou un dialogue entre les deux opérateurs pour savoir en fait si les pratiques sont pas il y a un statut en fait du travailleur frontalier, hein, quand bien même il est difficile à mettre en œuvre et il pose des difficultés, notamment comme l'a soulevé Philippe, sur les sécurités sociales, etc. Pour autant, en fait, reconnaître une compétence, c'est beaucoup moins abouti et ça peut se faire de manière très souple. Donc voilà, encore une fois, il y a des choses qui vont relever effectivement de mécanismes de résolution très lourds, très complexes, englobant des acteurs qu'il va falloir réussir à motiver. Et puis, il y a des choses qui pourront se résoudre de manière beaucoup plus immédiate, locale, via des mécanismes souples. Donc, encore une fois, ne vous censurez pas. Même si cette solution est de ce type-là et que vous avez besoin, en fait, d'un cabinet conseil, d'un peu de ressources humaines en interne à vos structures financées par du POCTEFA, on est aussi dans le périmètre des projets attendus sur cet appel à projet. Je parle sous le contrôle des collègues, hein, bien sûr. Ouais, tout à fait. On souscrit. Je voudrais juste rajouter quelque chose pour le contexte. Sur le fascicule, là, on va vers une zone transfrontalière plus intégrée. Ça m'interpelle parce que, vous savez, sur nos frontières, en tout cas les frontières qu'on peut avoir au nord, franco-belge, franco-luxembourgeoise, franco-allemande, franco-suisse, il y a des accords qui vont très très loin, des accords intergouvernementaux qui vont très très loin. L'accord franco-espagnol, il y a eu encore une réunion à Barcelone il y a 2 ans, pour l'instant n'est pas signé, n'est pas mis en œuvre. Et de toute façon, même il serait signé, il va pas non plus assez loin, parce que de toute façon, j'ai envie de dire, cette frontière, elle est
Aujourd'hui, elle n'est pas intégrée. On a une frontière physique, on a une montagne qui fait que c'est difficile à franchir. Et du coup, on n'a pas beaucoup finalement, on n'a pas vraiment même les chiffres de travailleurs transfrontaliers stricto sensu. On parle entre 7 et 10 000, et encore, c'est vraiment des chiffres à la louche. Du coup, moins concernés, en tout cas, les instances gouvernementales, je pense, se sentent moins concernées sur notre frontière franco-espagnole qui peuvent l'être sur du franco-luxembourgeois ou du franco-allemand, où là, on a des frontières intégrées avec des gens qui passent la frontière tous les jours, des travailleurs pendulaires, avec une fiscalité adaptée, avec des transports adaptés, avec tout ce qui est enseignement supérieur, reconnaissance des diplômes, etc. Ça, on l'a pas. Et moi, j'ai envie sur ces types de projets-là, j'aimerais prendre exemple sur ces frontières-là, tout en ayant la limite que eux, ils ont des accords intergouvernementaux qui vont très loin et que nous, non. Et les accords qu'on a aujourd'hui, je le redis, l'accord bilatéral franco-espagnol, même la dernière visite du président à Barcelone n'a pas résolu tous les problèmes qu'on a et ne les résoudra pas. Juste, avant de te passer la parole, Pascal, juste rappeler, on va pas refaire en fait le cadre de relations bilatérales France-Espagne à travers cet appel à projet. Si on y arrive, on sera. L'idée, c'est de cheminer en fait vers cette intégration. Bien sûr, il y a des sujets sur lesquels on sait que c'est pas forcément sur le haut de la pile des relations bilatérales. Tu l'as dit, parce qu'en fait, la volumétrie en fait de la problématique, elle légitime pas, entre guillemets, avec beaucoup de guillemets sur légitime. C'est légitime du point de vue des acteurs locaux, et on en fait partie. Mais de là à ce que ça passe dans le top 1 des problèmes à résoudre dans le cadre de la relation bilatérale, c'est encore autre chose. Et tu l'as dit très justement, le franco-suisse, c'est 300 000 travailleurs transfrontaliers. Ou le franco-espagnol, c'est 7 000 sur 2 couloirs de coopération. Donc, effectivement, on n'a pas un volume qui permet de convaincre que ce sujet-là, il est primordial pour le développement des territoires. Mais sur les questions transfrontalières, en fait, depuis 25 ans, tous les acteurs, en fait, ferraillent à tous les niveaux, au niveau national, étatique, au niveau des collectivités, au niveau parlementaire. Il y a des rapports parlementaires de manière récurrente sur comment on lève les obstacles. La mission Blanquer en 2010, le rapport qui est sorti encore il y a quelques semaines. L'idée, en fait, c'est que oui, on va pas tout résoudre, mais il faut cheminer. Voilà. Et si effectivement on chemine et qu'au bout du bout, là je vais faire l'avocat du diable, au bout du bout, la résolution, ça passe par un accord intergouvernemental qui n'existe pas, le relais pourra être pris ou pas, selon qu'on est convaincant, et nous, notre rôle, État au niveau régional, c'est aussi ça, c'est de convaincre qu'il faut le mettre au-dessus de la pile. C'est que de dire au ministère, ce sujet, il est fondamental, il faut le traiter. Et une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, parce qu'il faut aussi le traiter avec nos homologues. Bon. Voilà. Donc, encore une fois, voilà, il faut cheminer. Cet appel à projet, pour nous, il nous permet, il nous semble, de cheminer. Pascal. Oui, donc Pascal Chassot, donc je suis consultant sur les projets européens, en particulier Interreg. Je voulais rebondir sur le propos de Philippe parce qu'effectivement, je pense que ce que tu as dit est fort juste, c'est-à-dire que vous avez sur vos territoires, sur une thématique bien précise, des sujets qui vous semblent poser des problèmes aujourd'hui et potentiellement des sources d'inspiration qui viennent d'ailleurs. Et ayant la chance de pouvoir travailler sur différentes zones frontalières en France, ainsi que dans le cadre de travaux qui sont pilotés au niveau national par l'Agence nationale de la cohésion des territoires, c'est qu'effectivement, au-delà des accords intergouvernementaux bilatéraux qui peuvent exister entre la France et les pays voisins, qui sont parfois plus avancés et plus favorables ou qui permettent de solutionner un certain nombre
de difficultés qui demeurent actuellement sur la zone frontalière ici avec l'Espagne, c'est de dire que ce problème-là, il sera intéressant de voir peut-être comment il a été traité ou pas. Mais en tout cas, on est en train de finaliser là un travail d'identification de projets financés par le programme Interreg sur la période 2014-2020 sur les différentes zones frontalières. Sur des sujets très précis, j'en ai deux qui viennent à l'esprit sur, par exemple, le transport ferroviaire entre la France et l'Allemagne, où effectivement, alors non pas dans le cadre d'un accord gouvernemental entre États, mais sur des solutions apportées localement entre les autorités locales, pour avoir une logique de train qu'on peut qualifier de TER, frontalier qui vraiment passe d'un côté et de l'autre de la frontière, avec effectivement à travers ce projet Interreg toutes les problématiques d'homologation, de certification, de tests d'essais qui ont été faits sur le versant allemand, avec du matériel roulant. Alors français, mais peu importe. Mais en tout cas, les choses ont été faites de telle manière à ce que aujourd'hui il y a une vraie réalité sur une problématique transport, de pouvoir retrouver des solutions localement pour faire fonctionner ces trains de part et d'autre de la frontière sans arrêt, j'allais dire, en zone frontalière. Un autre exemple, et là c'est ce que tu citais précédemment, Fabien, c'est sur la reconnaissance des diplômes en matière de formation professionnelle, encore une fois, là, de manière très locale, entre la France et l'Italie, sur un modèle binational de formation professionnelle sur les énergies renouvelables. Là, c'est pareil, avec l'Académie de Nice, avec les homologues versant italien, la possibilité aussi de trouver des solutions pour avoir des personnes formées qui peuvent valoriser leurs compétences et leurs diplômes de part et d'autre de la frontière. Donc, probablement que pour beaucoup d'entre vous, vous avez des idées plus ou moins précises ou plus ou moins vagues, que des choses se font par ailleurs. Mais le sens de mon propos, c'est de dire que, et là, alors il y a des outils qui permettent de repérer des projets ou des expériences. Il me semble que ça sera intéressant aussi d'aller puiser et d'aller s'inspirer sur d'autres zones pour voir si ça peut être une solution ou si techniquement c'est pas envisageable, c'est trop tôt, les acteurs sont pas assez matures ou ça apparaît vraiment là faire un gap qui serait trop important pour pouvoir apporter des solutions. Mais je pense que cette logique d'aller voir un petit peu ailleurs, il me semble qu'elle devrait voilà pour les porteurs de projets être tout à fait utile pour essayer de trouver le meilleur contenu possible en l'état j'allais dire, de l'existant sur la frontière franco-espagnole andorrane. Voilà, je ferme le propos. C'est un des éléments qui s'intègre logiquement en fait à une prestation de conseil ou d'études juridiques, c'est-à-dire qu'en fait quelqu'un qui va être amené, je pense que les gens qui connaissent bien la mécanique vont être amenés effectivement à voir comment ce sujet-là il a été traité ailleurs, sur le franco-allemand, sur le franco-italien, sur le franco-belge, que c'était Philippe, tenant compte effectivement des contextes spécifiques de là et voir si c'est transposable ou pas, et donc déjà apporter des éléments de réponse. Et ça effectivement, dans le plan d'action, mais aussi en amont, dans l'élaboration de la candidature, pour peut-être déjà intégrer aussi des éléments qui permettent de savoir qu'est-ce qui pourrait être inspirant et jusqu'où éventuellement on pourrait aller. J'entends bien qu'après, effectivement, dans les activités du projet, c'est typiquement les actions qui pourraient être menées lorsque le sujet s'y prête. Mais il me semble aussi qu'au stade de l'élaboration de la candidature, ça va être d'intérêt aussi d'aller voir ce qui se fait sur d'autres zones frontalières. Alors, donc, on a déjà évoqué un certain nombre d'obstacles avec Philippe autour de la fiscalité, autour de la sécurité sociale, etc., autour des travailleurs transfrontaliers. Est-ce que vous avez des idées de projets autour de ces sujets qui sont clés? Est-ce que vous avez d'autres idées aussi d'obstacles et de projets
sur d'autres sujets, la santé, je pense à la santé, je pense à tout ce qui est équivalence des diplômes. Voilà, maintenant on veut vous donner la parole si vous avez des idées de projets là qui sont en gestation sur vos différentes thématiques de prédilection et vos doutes sur comment mettre en œuvre cette idée, les acteurs, etc. Alors on donne aussi la parole bien sûr aux gens qui sont en visio, hein, à distance, hein. Voilà. Est-ce que quelqu'un souhaite intervenir par rapport à une idée de projet qu'il souhaite déposer sur sa thématique? À distance? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Oui, Monsieur Oui, Flavini, allez-y. oui, Nicolas Flavini, je suis responsable projet à l'UTOP, l'Université de technologie de Tarbes. Et on a déposé dans le cadre du dernier appel à projet POCTEFA, qui s'est terminé là, il y a 2 semaines, un petit projet pour du travail transfrontalier dans les Pyrénées centrales. Donc j'entends là aujourd'hui que ça pourrait être éventuellement un projet qu'on pourrait encore améliorer et maturer dans le cadre de ce futur appel à projet. Euh, du coup, ma question est double. C'est d'un point de vue timing, euh, j'ai plus en tête les retours pour la précédente vague, euh, parce que bon, il est possible que le projet soit retenu, mais il est possible aussi qu'on doive l'améliorer et du coup l'intégrer dans le cadre de ce nouveau dépôt. Donc, est-ce qu'on aura la possibilité de prendre en compte les retours du dernier appel à projet pour se préparer à une nouvelle candidature dans le cadre de l'appel à projet dont on parle, dans la mesure où on est pleinement dans la thématique dont on parle aujourd'hui, là sur du travail transfrontalier. Oui, c'est peut-être un peu délicat de répondre, mais il faut calculer 6 mois pour la résolution de l'appel à petit projet. Donc, je pense qu'on arrive au mois de fin octobre, novembre de mémoire. Donc, le problème, c'est que l'appel va être clôturé le 19 novembre. Donc, ça risque d'être quand même compliqué d'attendre, d'avoir une réponse pour pouvoir ensuite décider ou pas de déposer un projet, sachant que peut-être vous aurez 15 jours pour déposer le projet. C'est pas du tout un problème, hein, parce qu'on peut très bien travailler sur ce nouveau dépôt, améliorer le projet sans avoir le retour. Je pense que c'est la meilleure des optiques, d'essayer de le faire évoluer, de le compléter et de déposer à nouveau. Mais je voulais juste savoir d'un point de vue temporel si on aurait un retour qualitatif et si on pourrait en tenir compte. Alors, quel est le contenu du projet déjà? Parce que moi, je Alors, vous ai parlé des délais, mais normalement, les petits projets tels que l'appel à projet avec toutes les thématiques qui étaient ouvertes, en fait, le petit projet ne devrait pas être concurrent, on va dire, avec les projets qui vont être déposés dans le cadre de cet appel, parce qu'on est dans un cadre différent, avec des volets très spécifiques au niveau de la coopération. Donc, on ne vous a pas demandé sur le fond du petit projet que vous avez déposé, mais normalement, pour les petits projets, on est plutôt sur la mise en place d'actions sur différentes thématiques de façon conjointe avec les partenaires espagnols. Et on ne travaille pas directement, on peut travailler indirectement des obstacles, bien sûr, on peut rencontrer des obstacles, mais normalement, c'était pas le but, on va dire, des petits projets, de travailler, encore qu'indirectement, il peut y avoir la possibilité de travailler ces obstacles, hein. Donc, du coup, je ne sais pas si votre projet tournait autour déjà des obstacles transfrontaliers, des entraves. ça touchait à Pouvez-vous nous en parler? Pouvez-vous nous parler du oui, projet pour qu'on puisse vous répondre plus précisément? oui. L'idée, c'était d'avoir une meilleure compréhension des flux, de l'Espagne dans les Pyrénées centrales vers la France pour les travailleurs transfrontaliers, et dans l'autre sens, meilleure compréhension du nombre de travailleurs, meilleure compréhension des freins, que ce soit des freins liés à la mobilité, liés au logement, sur des courtes périodes,
et à partir d'une meilleure compréhension de ces freins, identifier des acteurs ressources pour travailler à la levée de ces freins et pour fluidifier ce travail dans les deux sens, basé sur une analyse de terrain quantifiée. Effectivement, Monsieur Flavigny, pour avoir déjà échangé avec vous sur ce projet-là, on est typiquement sur un projet qui, par ses caractéristiques et ses intentions, est très aligné en fait avec les objectifs de cet appel à projet ISO. À une petite différence qui est pas si importante que ça, mais peut-être pour donner à voir un petit peu les lignes de partage qu'il peut y avoir. Vous avez travaillé sur un projet effectivement qui a trait à la structuration de l'emploi transfrontalier, la connaissance des flux pour faciliter effectivement sur un bassin d'emploi transfrontalier cette mobilité et cette utilisation, même si c'est pas le bon terme, des compétences, d'accord? Mais là, on est vraiment sur une approche territoriale très opérationnelle sur un bassin d'emploi. Ou dans le cadre de l'approche ISO, l'objectif, in fine, c'est plutôt d'arriver à des solutions d'ordre systémique. Et donc, avec une dimension transversale. Bien entendu, en fait, cette solution d'ordre systémique, elle naît en fait d'une problématique qui est rencontrée à un endroit précis, dans un contexte précis, d'accord? Et donc, en essayant de la résoudre à grande échelle, on va la résoudre à petite échelle et inversement. Voilà. En essayant de la résoudre à petite échelle, on va la résoudre à grande échelle. Du coup, voilà, il y a une petite différence en fait entre l'approche que vous avez dans le petit projet et puis l'approche dans ISO. Du coup, en termes pratico-pratiques, mais ça pourra faire l'objet d'échange, parce que comme l'a dit Ludovic tout à l'heure en introduction, on va essayer de continuer à dialoguer avec vous jusqu'au dépôt du dossier pour vous aider à matérialiser votre idée de projet. Il y a deux options en fait. Il y a une option très, on va dire, pratico-pratique, utilitariste. Encore une fois, j'utilise un gros mot, mais bon, comme ça, on se comprend. Qui est de dire, je vais faire un dossier jumeau que je vais améliorer, bien sûr, que je vais déposer dans le cadre de l'ISO, et puis advienne que pourra. Donc, si j'ai le petit projet, je ne ferai pas l'ISO ou inversement. Ou alors, je vais penser, en fait, je vais tabler sur mon succès sur l'appel à petit projet. Et puis, je vais quand même enclencher la seconde et voir s'il n'y a pas des choses déjà au moment du dépôt et entre les semaines qui sont passées entre le dépôt et aujourd'hui, il n'y a pas des choses qui ont été mis de côté, soit délibérément, soit parce que la question elle est survenue après, soit il y a une version 2.3 qui pourrait être plus performante et qui pourrait essaimer de manière plus large, par une analyse d'autres contextes, etc. Voilà, il y a ces deux approches-là, mais il me semble que la deuxième approche, ce serait complètement en fait phasée avec l'objectif de l'ISO. C'est-à-dire déjà de tabler en fait sur c'est quoi le prochain step. Si. Est-ce qu'il y a d'autres idées, questions sur d'autres sujets, sur ce sujet-là, sur d'autres sujets? Je pense à la santé, je pense notamment à l'équivalence des diplômes. L'équivalence des diplômes, je sais qu'il y a beaucoup d'universités qui sont parmi nous. Il y a des universités, il y a également, je crois, la Chambre des métiers 64. Est-ce qu'il y a des idées qui végètent sur ces sujets-là, autour de l'éducation, de l'apprentissage? Oui, allez-y. Sandrine Calas, je suis chef du service des relations internationales et transfrontalières de l'Université de Perpignan. Très bien. Ma collègue qui est ingénieur projet. Donc, ouais, nous, on a effectivement déjà eu plusieurs projets financés sur le POCTEFA et même aussi sur les zones fonctionnelles actuellement, en lien avec justement la mise en place de coopération universitaire, à la fois des projets recherche, des projets liés à la formation. Et c'est vrai que cette question de la reconnaissance, elle revient bien entendu, surtout sur les compétences. Et on a un projet qui a été financé à plusieurs reprises sur la reconnaissance en matière de l'apprentissage et de l'alternance. Transversalis, je pense que vous connaissez, qui a été financé sur le précédent appel qui est en cours.
Donc ces questions, elles sont toujours d'actualité. Et c'est vrai que c'est des problématiques juridiques. Alors moi, je suis pas spécialiste de l'alternance, je précise, mais c'est des problématiques juridiques. Hein. Ça dépend pas du même droit du travail, etc. entre la France, l'Espagne, l'Andorre. Et c'est vrai que c'est un enjeu, d'autant que l'alternance est en train de se développer, notamment au niveau de l'enseignement supérieur, mais également au niveau, par exemple, de la double diplomation. Lorsqu'on veut faire des doubles diplômes, typiquement avec l'Espagne, on se heurte en fait le fait que du côté espagnol, le LMD, le système licence master doctorat, n'a pas été vraiment mis en place tel que ça aurait dû l'être. Et on est face à des problématiques, par exemple, la licence étant 4 ans en Espagne, étant 3 ans en France, donc la 4e année espagnole et la première année de master français. Et là, on est coincé un petit peu pour justement la délivrance à ce niveau-là intermédiaire. Donc là, c'est comment lever le levier. Voilà, le levier, il est national, je pense. Ou, en tout cas, il y a les provinces espagnoles ont plus de compétences que nos régions françaises sur les questions de l'éducation, mais c'est général. Il n'y a pas que sur l'espace transfrontalier, c'est problématique, largement aussi sur le territoire. Et aussi, si on va plus loin sur le diplôme européen, je sais qu'à Bruxelles, ils sont en train de travailler sur ce point-là. Puisque là aussi, il y a non seulement cette problématique de connaissance, mais aussi est-ce qu'on veut délivrer un diplôme conjoint. Et là aussi, il y a des problématiques purement techniques liées aux documents. Voilà. Même dans le cas de l'Euro-Astupiren, dans l'expérimentation des études qu'on fait, l'Eurorégion Nouvelle-Aquitaine-Euskadi nous a demandé de travailler sur le diplôme conjoint. Pourquoi il n'y a pas plus de diplômes conjoints sur nos territoires transfrontaliers. Et donc, c'est possible, hein. Mais sur certaines questions, c'était assez fastidieux. Il y a eu, c'est pas que des freins légaux, en fait, légaux. Il y a des freins à différents niveaux. Il y a des freins politiques, il y a des freins administratifs, juridiques. C'est vraiment... ouais. Et du coup, on travaille un rendu aussi pour la fin du mois. Intéressant. Et donc là, actuellement, on a aussi un projet on travaille avec l'Université de Gironde, alors on reste sur du bilatéral, parce qu'après, à voir si on peut aussi travailler sur un projet, je trouve que ce serait assez intéressant d'avoir des projets sur toute l'espace transfrontalier, parce que lorsqu'on écoute un petit peu l'ensemble des collègues qui sont là ou d'autres projets, c'est vrai que c'est très zoné. Alors, il y a déjà les zones fonctionnelles, hein. Mais je pense que sur ces appels-là, je sais pas, si vous attendez plutôt des projets. Sur certains sujets, il y a la problématique, elle existe sur toute la frontière. Donc, il y a vocation à effectivement se rapprocher ou en tout cas partager. Clairement, c'est important que vous partagiez les résultats de ce que fait l'ICT, clairement. Pour que vous sachiez déjà ce qui a été fait et vous allez retrouver des choses qui sont assez similaires. Donc c'est bien que vous travaillez en complémentarité. Pas de souci que ça soit du bilatéral côté catalan, mais qui capitalise sur déjà ce qui a été fait, sur ce que vous pouvez apprendre d'autres territoires de la frontière franco-espagnole, et y compris d'autres territoires, d'autres frontières. Donc ça, c'est important. Donc du coup, sur ces sujets-là, vous pensez déposer un dossier? Et avec quels acteurs vous en êtes où? Là, donc pas pour le moment. Là, on est plus venu pour vraiment appréhender un petit peu les objectifs concrets de cet appel. En fait, on a des projets en cours sur ces thématiques. Exactement la même chose. Et c'est vrai que les sujets sont vastes. On peut bien travailler sur des études sur justement c'est lié sur les difficultés, les obstacles sur la frontière, sur un institut franco-catalan transfrontalier avec un master de relations transfrontalières déjà qui forme les étudiants sur ces sujets. Ensuite, il faut travailler avec nos enseignants-chercheurs. En fait, il y a deux axes. Leur réseau, et donc après, je pense les universités, elles ont leurs propres problèmes, leurs propres obstacles dans leur mission de mobilité étudiante, de double diplôme et tout ça. Donc ça peut être l'objet de sujets d'études. Le transport est un frein. Pour faire des vraies formations intégrées, pourquoi pas faire des formations avec un parcours. Certains jours, des cours en Espagne, certains jours en France, nous, ce serait possible. On n'est pas très loin de l'Université de Gironde. Ça se fait sur d'autres frontières, la frontière franco-allemande. Il y a tout un réseau qui le permet au niveau des transports. Il y a des bus, il y a des TER, la fréquence. Il y a aussi le problème de la fréquence. Sur notre territoire, on a la nouvelle ligne TGV, elle n'est plus nouvelle, mais internationale, qui était très attendue. Et malheureusement, très peu de trains. Alors là,
c'est le gestionnaire de voilà. Après, il y a d'autres acteurs qui en ligne de compte. Il n'y a pas que les autorités publiques, il y a aussi les gestionnaires. Dans ce cas-là, Si je peux juste compléter que ça serait... En fait, l'université, c'est un acteur comme les autres dans le monde de la coopération. Donc, c'est normal qu'elle a aussi ses propres obstacles par rapport à ses propres missions. Mais nous, ce qu'on essaye de faire, en fait, c'est de voir l'université aussi comme un facilitateur et une entité qui peut résoudre des obstacles qui ne la concernent pas forcément, elle, directement en tant qu'université. Donc, c'est ça qui est assez innovant, nouveau et expérimental. Parce qu'il faut dire à nos présidents d'université que c'est pas un projet qu'on a l'habitude de faire en tant qu'universitaire. On fait des projets pour la mobilité étudiante, pour la reconnaissance de diplôme. Ça, c'est des choses qui se font depuis plusieurs années. Mais par contre, se dire que l'université est un acteur avec des ressources des enseignants-chercheurs, des doctorants, des étudiants, du personnel qui peut apporter des solutions sur toute thématique, en fait, parce que des enseignants-chercheurs, il y en a dans tous les domaines. C'est un nouveau positionnement, en fait, qu'on essaye de mettre en place. Et expérimental, pour le coup. Mais je pense que ça peut être intéressant pour le territoire. Bien, ouais, 3 observations sur votre intervention. La première sur la question du caractère zonal. En fait, il n'y a pas de caractère zonal. En revanche, ni de caractère uniquement transversal. Enfin, comme je le disais sur Fabien tout à l'heure, si vous travaillez sur un cas d'étude zonal, bassin d'emploi, etc., on est quand même dans un contexte où si la solution, en fait, relève de la coordination avec, je sais pas, la communauté autonome, qui, elle, a un niveau de décentralisation qui fait que ça peut se régler à ce niveau-là, le projet, il sera abouti. D'accord? Si, en revanche, ça relève d'autres niveaux ou d'une complexité qui dépasse, en fait, ce caractère zonal, effectivement, ça va amener, en fait, vers un traitement à une échelle qui est nécessaire et donc qui sera pas zonal. La question quand même qui est toujours derrière, c'est la transférabilité de la solution. Voilà. C'est la question qui doit se poser. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en fait, sur la question du légal, moi, j'attire votre attention sur le fait que, surtout en France, on a quand même un syndrome franco-français qui est que souvent, quand on rencontre une difficulté, on considère que la solution, elle est chez Monsieur le maire ou elle est au gouvernement. Dans la réalité, parfois et souvent, on croit et finalement, on peut résoudre la question à une échelle beaucoup plus de proximité. Et dans le cas, effectivement, de la reconnaissance des formations, je rappelle qu'il y a des autorités académiques qui n'ont pas besoin, en fait, dans le cadre d'accords bilatéraux déjà existants, hein, il y a des accords franco-espagnols nombreux. Il y a des accords aussi hispano-andorrans et franco-andorrans qui constituent déjà un socle qui permet aux autorités locales de s'organiser et de faire les choses. Donc attention aussi à ne pas... Justement, l'objectif en fait de cet appel à projet, c'est d'identifier le bon niveau de résolution pour éviter de rester en fait dans le « on ne fait pas parce qu'on s'en remet à ». Voilà, qui peut être souvent un frein. Dans la présentation, on parlait d'obstacles ressentis ou vécus. Les obstacles ressentis, ils sont parfois ressentis comme appelant une solution d'ordre légal, alors qu'en fait, la solution, elle est d'ordre organisationnel ou conventionnel. Conventionnel, en fait, on n'est pas dans la légalité. La légalité, elle est déjà adressée par des accords bilatéraux, mais derrière, en fait, il faut mettre en place la coordination nécessaire et la compréhension mutuelle des mécanismes pour donner corps à l'accord qui peut exister déjà. Je rappelle d'ailleurs que il y a des problématiques qui peuvent se traiter, ne serait-ce que par la rencontre avec les bonnes autorités et l'échange. Voilà. Quand aujourd'hui on a un problème à résoudre en franco-andorran, on se met autour de la table et puis émerger la solution sans nécessairement passer par un accord ratifié par les parties, etc. Il y a des solutions personnelles. Encore une fois, je reviens toujours, c'est peut-être un mantra, mais vous censurez pas, quoi. Et puis surtout, ne vous mettez pas dans la posture. De toute façon, si l'État n'est pas là, si le gouvernement ne signe pas un accord avec les autorités espagnoles, les autorités andorranes, on ne pourra pas faire. Non. Et le troisième point, désolé, je suis un peu long. Le troisième point, en fait, vous avez abordé un point sur lequel il ne faut pas non plus se tromper. Voilà.
Vous avez évoqué la question du problème du transport, qui peut être effectivement un frein objectif à la mobilité. Mais le projet qu'on va vous proposer, mettre en place dans le cadre de cet appel à projet, c'est d'identifier les freins et d'identifier en fait les leviers pour lever ces freins. C'est pas de mettre en place un service de transport. Non, mais je le dis parce que, en fait, on a vu point. C'est pas votre champ de compétence, ça peut être d'autres structures qui portent les obstacles sur les transports. On peut identifier, on a aussi. Vous pouvez l'identifier, effectivement. Qui travaille sur la question, faire des études, effectivement. Et dans les études, l'université ne va pas résoudre, en fait. De la même manière qu'on va pas. Faire des analyses, Exactement. des recommandations, C'est comme pour le diagnostic, des exactement. bons acteurs. De la même manière qu'on va pas résoudre les problématiques de bilinguisme à travers cet appel à projet. Enfin, je veux dire, il y a des choses qui relèvent en fait d'autres échelles, voilà. Et de projets POCTEFA qui existent déjà. Je veux dire, quand on parle de mobilité, il y a déjà sur la zone basque des projets de mobilité transfrontalière. Il y a sur la zone des Pyrénées-Orientales et de la Catalogne des projets de mobilité transfrontalière. Voilà, qui sont menés aux bonnes échelles avec les moyens nécessaires, etc. Là, on parle vraiment de lever les freins techniques, organisationnels, juridique, le cas échéant, administratif. D'autres idées sur ce sujet-là ou sur d'autres qui végètent parmi vous? No sé si podemos tener también una intervención del lado español. Si hay alguna idea por aquí del lado español en algún tema, algún obstáculo que se identifica en la parte española. No sé. Ninguna intervención de la parte española sobre alguna idea de proyecto. Ok, de la partie française, d'autres sujets qui seraient susceptibles d'être présentés. Alors, vous savez qu'il y a eu des études qui ont été faites. Il y a eu l'étude qui a été faite par Pilar Massin. Il y a eu aussi une étude qui a été faite par l'Eurorégion Nouvelle-Aquitaine Euskadi-Navarre sur notre territoire. Il y a des choses très concrètes qui ont été relevées de cette étude. Par exemple, je vous donne des exemples au vol. Donc, tout ce qui concerne l'accès aux services publics, bien évidemment. Vous avez aussi le statut des artistes au niveau transfrontalier. Ça, c'est un gros sujet. Je ne sais pas s'il y a des organismes culturels parmi nous, je ne le crois pas. Mais le statut des artistes. Vous avez la question des droits de succession en transfrontalier. Vous avez la reconnaissance des appellations d'origine contrôlée pour la commercialisation des produits en transfrontalier aussi. Vous avez des différences entre les systèmes de facturation qui posent des problématiques concrètes au niveau administratif. On a aussi la capitalisation des allocations chômage. Ça paraît neutre, mais effectivement, les gens qui travaillent d'un côté et de l'autre de la frontière, pour que ça soit capitalisé, que leurs allocations chômage soient capitalisées, pour aussi les systèmes de retraite aussi soient comptabilisés. Il y a aussi la reconnaissance de l'invalidité, autre sujet. La reconnaissance des permis de conduire. Vous savez qu'il y en a un qui fait 15 points et l'autre 12 points. Et puis les systèmes de double diplôme universitaire, on en a parlé. Donc ça, c'est des choses extrêmement concrètes qui sont listées dans ces études-là. Et on aimerait bien que des choses nous remontent sur ces choses-là. Mais clairement, des projets sur l'équivalence des diplômes, on serait déçu de ne pas en recevoir parce que c'est vraiment un gros sujet. Voilà. Soit des universités, soit des centres de formation et d'apprentissage, soit des chambres des métiers. C'est quand même là un gros sujet. Au moins une étude sur ce sujet-là, des propositions, et quitte à ce qu'on vous accompagne pour monter le projet avec des acteurs pertinents. Pareil, sur ce que disait Philippe sur la fiscalité, etc., on aimerait bien avoir des choses qui nous remontent sur ces sujets-là. Sur les transports aussi, même si là, je pense pas qu'il y ait des entités compétentes. Donc voilà, je sais pas si tout ça vous inspire. Est-ce qu'il y a d'autres propositions, idées, questions? Vous souhaitez intervenir? Oui, madame? Le sujet porterait sur la mobilité opérative des personnes handicapées. Bien, allez-y, dites-nous, expliquez-nous l'idée. Donc, nous avons, dans le cadre des projets Erasmus, permis à des associations qui dépendent de l'ASEI, enfin des grosses structures qui interviennent auprès de ces publics, de bénéficier de mobilité douce et donc avec des transports adaptés qui étaient financés par les structures. Et on s'est rendu compte que lorsque nous nous déplacions, il y avait d'autres personnes qui avaient ces besoins. Et nous avons rencontré ces personnes et les lieux aussi d'accueil. Et cette opérabilité douce
adapté est un sujet sur lequel on souhaite travailler. En plus de tout ce qui concerne les droits de l'homme, car en Espagne, enfin surtout à Gérone, il y a beaucoup de fondations qui interviennent auprès de personnes dites empêchées. Et c'est un sujet qui nous tient à cœur. Et lorsque nous avons vu les thèmes de cet atelier, on s'est dit, ce serait intéressant d'aller voir ce qui peut être proposé pour identifier ces obstacles et peut-être proposer des solutions et voir comment ces structures peuvent être aussi impliquées auprès des acteurs privés et publics pour fédérer des études, mais aussi des propositions de solutions. Est-ce que c'est clair? Et dans les contacts préliminaires que vous avez eus avec ces structures, s'il y a eu, en fait, vous avez identifié en fait des obstacles structurels en fait à la mise en place de ces. Oui, on a identifié de possibles solutions d'ingénierie par rapport à l'aménagement des habitats, des lieux, de façon à ce que toute personne dite empêchée, physiquement en fauteuil roulant ou psychologiquement, puisse se déplacer, être accueilli, et aussi avec les sujets de facile à lire et à comprendre, le FALC, aussi être dans une démarche de partage et d'échange. Nous, ça nous paraît intéressant. Est-ce que vous avez identifié les structures côté sud, côté espagnol, catalan, pour travailler avec eux? Alors, on est plus axé sur Gérone et Barcelone. On a envie d'aller vers les autres territoires de la chaîne des Pyrénées. D'accord, donc vous souhaiteriez un projet qui soit sur toute la chaîne transversale avec un partenariat qui est déjà préconstitué sur la zone Est, on va dire. C'est ça. D'accord, et vous souhaiteriez l'élargir sur toute la frontière et travailler sur ces problématiques. C'est un sujet qui peut être pertinent sur cet atelier? Moi, je pense que oui, tout à fait. Par contre, on veut bien que vous accompagniez et que vous nous teniez au courant de l'avancée et de l'idée du projet, à la fois sur le contenu et à la fois sur les acteurs que vous allez associer. Ne vous, sur la dimension géographique, ne soyez pas trop exigeant avec vous. Si vous avez les partenaires compétents sur une zone, il y aura une transférabilité que vous pourrez avoir sur d'autres. Donc, ne vous mettez pas une pression trop haute d'avoir tout le monde de la frontière. Si vous étudiez la problématique sur la zone catalane, on pourra transférer les résultats chez nous. Même si, égoïstement, en Nouvelle-Aquitaine, si vous pouvez prendre l'acteur chez nous, quel bon, mais là, je plaisante, c'est de la plaisanterie. Donc voilà, on veut bien recevoir votre projet à travers peut-être le secrétariat conjoint, je ne sais pas, Sylvia, qui nous le relaiera, et on veut bien vous accompagner dans sa construction, si vous en êtes d'accord. Merci. Excusez-moi, je suis la représentante de la Catalogne. Oh, génial! Oui, la générale de Catalogne. Avec la Fondation Support, la Fageda, Ramon Noguera, Drissa et d'autres. Voilà. Donc, passez-nous l'idée de projet, oui, tout à fait, dès que vous pouvez. Après, juste peut-être, quand on parle d'obstacles, il faudra peut-être, parce que moi, je pense que vous avez peut-être posé déjà une question sur le fait que ça puisse être adapté à cet appel ou pas. On va peut-être échanger, mais c'est pas les obstacles des personnes handicapées. Il faudra aller plus loin sur les obstacles au niveau transfrontalier. Juridique, administratif ou organisationnel. C'est vrai que dans la présentation initiale, j'avais beaucoup insisté sur l'administratif, le juridique, etc. Mais effectivement, c'est ouvert aussi à l'organisationnel. Donc, clairement, vous nous envoyez un brouillon d'idées et puis on vous aidera à l'orienter. Peut-être la question des ressources. Alors oui, vas-y, oui, alors, effectivement, les ressources. Ludovic a cité en fait déjà les études qui ont déjà été menées. Hein. Oui, ça c'est important. Donc ça, je pense que c'est important en fait je crois qu'ils sont en annexe du texte de l'appel à projet. Elles sont listées. Donc ça permet aussi de se repérer dans les travaux qui ont déjà été menés. Alors,
il est probable possible, probable, peu importe, que la problématique qui est la vôtre soit pas référencée dans ces ressources. Mais en tous les cas, voilà, il y a ces ressources qui existent. Alors, après, tu l'as évoqué en introduction, il y a tout le support qu'on peut apporter pendant la phase d'ingénierie avec l'ensemble des structures partenaires du programme. On travaille avec vous justement. Est-ce que vous allez nous moi, des rendez-vous? Est-ce que c'est nous qui venons vers vous? Alors moi, on le soumet, à Vox Populi. Donc, moi, je pense que c'est bien que le secrétariat conjoint centralise les choses. Peut-être que c'est le plus simple, Sylvia, sur les idées de projet, les questions. C'est bien que vous envoyez vos idées au secrétariat conjoint et il nous les diffusera. Mais comme l'a dit Fabien, je pense que c'est extrêmement important que vous preniez connaissance des études qui ont été faites sur le sujet. Celle qu'a présentée Pilar ce matin, mais pas seulement. Je pense que c'est important que pour la zone Euskadi-Navarre, Nouvelle-Aquitaine, vous preniez connaissance de l'étude qui a été faite par l'Eurorégion, qui est une étude extrêmement poussée et où il y a un certain nombre d'obstacles qui sont recensés, et des obstacles précis, type de ce que je vous ai cité là oralement. Donc, ils sont listés à la fin du document et c'est vraiment extrêmement intéressant pour que vous sachiez déjà l'existant d'où on part. Que vous partiez pas sur une étude qui fasse doublon avec ce qui a déjà été fait. Donc, c'est bien que vous preniez connaissance de ça. Et après, vous centralisez au secrétariat conjoint. Le secrétariat conjoint nous relaye et on pourra organiser des réunions de suivi. Qu'est-ce que tu en penses, Sylvia? Alors, le courriel, c'est info2127@poctefa. info2127@poctefa.eu. Après, de manière générale, vous avez des contacts de proximité. Il ne faut pas hésiter, en fait, à prendre notre attache en fonction justement de cette proximité-là pour qu'on puisse déjà vous écouter, organiser des temps de rencontres en collectif ou pas. Microphone. Et donc, vous avez toutes les coordonnées sur le site du programme, de l'ensemble des autorités, des institutions partenaires. Donc, Je ne me trompe pas sur le texte de l'appel. Vous pouvez cliquer et aller directement sur les contacts. Tout à fait. Et puis, on s'organisera avec le secrétariat conjoint, effectivement, pour s'assurer, en fait, que personne ne passe au travers à des pailles du filet. Et qu'on puisse tous avoir un accompagnement ajusté à nos besoins. Clairement, voilà, il y a 11 millions d'euros. On sait qu'on ne va pas avoir beaucoup de projets. On sait, on craint. Donc, clairement, toutes les idées sont bienvenues et on n'aura pas un niveau d'exigence pour ce premier appel extrêmement élevé. On connaît les difficultés à monter ces projets. Et vous avez la possibilité d'avoir un accompagnement, pour le coup, très poussé sur cet appel parce qu'il est indispensable. Est-ce qu'il y a une ventilation par bloc ou vous n'êtes pas fixé Non, alors ça sera pas évident d'avoir beaucoup de projets. Et en plus, on se crée des contraintes supplémentaires. Non, il n'y a pas de ventilation par bloc. On sait qu'il y a certains projets déjà qui se préparent, des projets très institutionnels. On aimerait bien aussi des projets un peu plus terrain, type du vôtre, par exemple, madame. Et des initiatives qui viennent aussi du terrain et des problématiques. Voilà. Et puis le petit projet, on a ouvert à la typologie petit projet. Donc on a revu l'ambition un peu à la baisse pour que vous ayez un accès plus facile aussi. Donc n'hésitez pas. Je sais pas, on a quelques minutes. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, d'autres idées qui veulent être exprimées? Oui, madame. Plus de Toulouse, par exemple, je pense qu'on va préparer des projets pour novembre et notamment dans la continuité de projets que porte le SAMU de Toulouse, dans les projets Poctefa qui sont déjà en cours, dans lesquels il y a déjà des actions dont l'objet était d'identifier des obstacles pour la prise en charge médicale sur la zone transfrontalière. Donc ça, il y a déjà des études en cours. Donc là, on attendait un peu cette réunion pour voir les attendus, mais je vois que c'est quand même assez ouvert. Par exemple, là, dans des choses qui se font, je sais qu'entre la Catalogne et Toulouse, et enfin l'Occitanie, il y a des conventions qui avancent bien. En Navarre, par exemple, et côté français, ça c'est bloqué pour des raisons plus politiques. Donc en fait, je pense qu'il y a déjà des choses qui sont identifiées. Et il va falloir voir vers quoi on va. Mais en tout cas, il y a des sujets, c'est évident, côté cette prise en charge médicale pour lequel cet appel à projet peut être intéressant. Et aussi, je pense à
à d'autres projets du CHU, parce que moi je suis référente à l'hôpital, donc c'est pas que le SAMU, ça peut être d'autres thématiques, et notamment sur des prises en charge pour des maladies rares, parce que j'avais eu quelqu'un qui m'avait sollicité et qui travaille déjà avec le structure espagnol. Et j'avais parlé un peu avec Jean-Louis Valls tout à l'heure, mais peut-être que c'est même pas ce bloc-là, c'est peut-être plus l'autre bloc. Il faudra creuser le bloc plus le 3, mais je sais pas. Si ça Structuration des gestes. Structuration plutôt quand on veut travailler plus spécifiquement peut-être avec une entité. Enfin, je sais pas, je suis pas complètement au clair là-dessus. Voilà, c'est parce qu'il y a déjà des choses qui se font, mais il faut aller plus loin dans la formalisation, l'organisationnel. Mais peut-être que c'est le bloc 2, j'en sais rien. En tout cas, C'est plus le 2, a priori. Plus le 2, Parce d'accord. que le 3, c'est vraiment pour les structures transfrontalières. D'accord. Structures Ah, d'accord. transfrontalières existantes ou à venir. Ah, d'accord, ok. Alors, d'accord. Donc, c'est le 2. Structure ou Ouais. convention de coopération. D'accord. Donc, ok, donc je note les interventions. C'est sur l'intervention du SAMU, Ouais, SAMU et les obstacles. de part et d'autre de la frontière, sur la prise en charge des maladies Alors, rares. potentiellement, il faut que je fasse avec la chercheure, enfin la médecin. Alors, clairement, moi, ce que j'entends aussi, c'est que dans des projets POCTEFA en cours, il y a des sujets qui végètent. Donc, clairement, c'est l'occasion, cet appel à projet, d'approfondir sur ces aspects-là ce que vous avez détecté dans votre projet classique, typiquement. Là, c'est un très bon exemple. Donc là, vous avez dit prise en charge d'un patient, vous avez dit l'intervention du SAMU, typiquement. Là, c'est des sujets à approfondir et on est effectivement sur ce bloc 2. Donc, n'hésitez pas. Et là, vous avez le partenariat, ce sont les CHU de part et d'autre, enfin les hôpitaux. On est un peu au début, donc je sais pas si ouais, enfin, il y a un consortium déjà dans le POCTEFA qui est en cours, mais j'imagine qu'il va falloir identifier des nouveaux acteurs en fonction du contenu du projet. Voilà, peut-être il faut pas partir avec les mêmes parce que c'est pas le même projet. Et des ressources supplémentaires, donc là, nous, on va vous y aider à ça. En fait, pour résumer, vous avez une coopération opérationnelle C'est ça. qui est traitée dans le cadre d'autres choses que l'appel à projet qui nous occupe. Dans le cadre de cette coopération opérationnelle, vous rencontrez des problèmes d'ordre systémique. Quelle que soit la typologie d'ordre systémique, ces problèmes d'ordre systémique, vous pouvez les traiter spécifiquement dans le cadre de cet appel à projet. Entre guillemets, je hochais la tête, par rapport au partenariat. Logiquement, si vous n'avez pas réussi à résoudre dans le cadre de l'opérationnel, c'est qu'il manque un acteur. Au moins, peut-être plusieurs, sans doute plusieurs. Et donc, ça veut dire qu'il faut séquencer les deux approches, continuer sur l'opérationnel autant que faire se peut, et puis traiter le problème d'ordre systémique avec les acteurs compétents. En tout cas, essayer de les réunir pour pouvoir traiter le sujet. Voilà. Il y a la possibilité quand même, pour tous ceux en fait qui ont déjà travaillé sur les projets opérationnels de coopération, il y a la plupart du temps, il y a toujours un problème qui survient, qui relève en fait de quelque chose de l'ordre du systémique. Alors souvent, en fait, il a été traité dans le cadre du projet. Tout à l'heure, on parlait de reconnaissance des diplômes. Il y a un projet sur la jeunesse qui a conduit en fait à aboutir à la reconnaissance des diplômes de formation d'animateur. Voilà. Mais c'est un corollaire de l'opérationnel. Mais en tout cas, ça fait scinder les approches, l'opérationnel dans un autre contexte, et puis le systémique sur ce. Exactement. Donc là aussi, on est preneur auprès du secrétaire conjoint de remonter d'idées de projet pour qu'on puisse vous aider à la compléter et à vous aider à trouver les ressources partenariales aussi qui seraient pertinentes pour poser un projet sur ces sujets qui sont clairement dans le cadre de ce bloc. Je ne sais pas s'il y avait d'autres interventions, on est arrivé au bout du temps, mais vu que moi, j'ai pas envie de couper la dynamique, s'il y en a une. Il y en a une qui semblait se réveiller là. Est-ce qu'il y a d'autres interventions ou c'est bon? Est-ce qu'on peut clore cet atelier? Donc voilà, remontez-nous vos idées, vos questions au secrétariat conjoint pour qu'on puisse faire cet accompagnement individuel pour avoir les meilleurs projets possibles. Il y a 11 millions d'euros, c'est quand même un gros montant. Donc, il y a de quoi faire. Hein. Faire bien, tu vois. On veut faire bien. Toi, tu vas déposer un point. Merci à tous. Oui, mais là, tu vois, à la fin de l'atelier, sur les 5 dernières minutes, en fait, terminamos enseguida, pero nous, on va résoudre